Bonjour, merci de prendre le temps de vous connecter et de suivre avec nous cette capsule vidéo qui en réalité est une présentation d'une conférence pour le cycle des midi conférences des jeunes chercheurs du Centre de recherche en droit public. Mon nom est Lydie Rivas-Zanou et je coordonne avec ma collègue Eve Gaumont qui vous présentera tantôt notre conférencier du jour, les cycles de conférences. Le conférencier que nous accueillons aujourd'hui a pour nom Simon Boutillier. Simon Boutillier a complété un baccalauréat en droit ainsi qu'une maîtrise en administration des affaires à l'Université de Sherbrooke. Il a entamé une maîtrise en droit à l'Université McGill à l'automne 2019 et s'est notamment illustré dans le milieu du débat compétitif en remportant plusieurs compétitions au Canada et à l'international. Il a fondé et présidé pendant 3 ans le club des débats de l'Université de Sherbrooke. Dans ses temps libres, Simon aime lire les œuvres de fiction, tout comme des essais. Il affectionne aussi courir et a déjà complété plusieurs marathons. Donc, c'est un marathonien qui nous tiendra en haleine et je cède la parole à ma collègue Eve Gaumont pour qu'elle vous présente la conférence de Simon Boutillier. Merci. La conférence que vous vous apprêtez à visionner porte sur la désobéissance civile en contexte environnemental. Ça peut paraître remonter à une éternité déjà, mais il y a à peine 1 an, c'est un sujet qui était sur toutes les lèvres, alors que la communauté autochtone Wet'suwet'en bloquait le chemin de fer pour s'opposer à un projet de pipeline. La conférence de Simon Boutillier nous aide à comprendre un peu mieux les implications juridiques de ce type d'action-là. Qu'est-ce que c'est exactement la désobéissance civile? Comment est-ce que le droit canadien encadre le tout? Quels sont les moyens de défense? Le type de peine qu'on peut recevoir, par exemple. Puis finalement, Simon s'intéresse également à savoir si on ne pourrait pas repenser l'encadrement juridique de la désobéissance civile pour qu'il prenne mieux en compte les intérêts des jeunes ou des populations autochtones, par exemple. C'est une conférence qui est excessivement intéressante, instructive, et on espère que vous allez l'apprécier autant que nous. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Simon Boutillier et ma présentation s'intitule « Repenser le traitement judiciaire de l'activisme environnemental au Canada ». Donc, au moment où je prépare cette présentation, le groupe Extinction Rebellion a affiché une banderole sur la Tour Eiffel à Paris visant à sensibiliser la population mondiale au changement climatique. Et donc, le but de cette présentation, c'est de se questionner, considérant que ces pratiques sont de plus en plus communes et fréquentes, sur les implications légales d'un tel comportement au Canada et sur l'opportunité aussi de changer notre réponse à ce type de comportement. Donc, c'est d'autant plus important qu'au Canada, la désobéissance civile environnementale a joué un très grand rôle, donc notamment à Clayoquot Sound en Colombie-Britannique en 1993. Donc des militants, des dizaines, plutôt 12 000 personnes de partout dans le monde ont pris l'avion pour venir en Colombie-Britannique pour militer contre la déforestation. Donc des arrestations de masse, on parle de plus de 800 arrestations pour 650 personnes accusées. Des procès qui ont été accusés donc de copinage entre le gouvernement, les tribunaux et l'entreprise Macmillan Bloedel. Des militants qui ont écopé de jusqu'à 60 jours de prison avec des amendes qui pouvaient aller jusqu'à 3 000 donc un événement central de la désobéissance civile au pays et même en Amérique du Nord. Plus récemment, on peut penser aussi à l'opposition des Wet'suwet'en au Coastal GasLink Pipeline, toujours en Colombie-Britannique. Opération qui a été très médiatisée au début 2020 et en juin passé, le gouvernement a annoncé qu'il laisserait tomber toutes les accusations à l'endroit des 27 personnes qui avaient été arrêtées en Colombie-Britannique en support donc à ce mouvement. Ma présentation va être donc en 3 parties. La première, la désobéissance civile environnementale. La deuxième, le traitement judiciaire de la désobéissance civile environnementale au Canada. Et pour terminer, j'aimerais me questionner sur l'opportunité d'un nouvel encadrement de ce type de comportement au pays.
Donc, la désobéissance civile. Première utilisation du terme date de 1849 par Henri David Thoreau. Depuis, elle a été définie de manière définition très connue par Hugo Bedeau, professeur à Harvard en 1961, quiconque agit illégalement, publiquement, de manière non violente et consciemment avec l'intention de contrecarrer une loi, une politique ou une décision gouvernementale, commet un acte de désobéissance civile. Plusieurs organisations internationales dont les membres prennent part à ce genre d'événements. Donc, on pense bien sûr à XR, Extinction Rebellion, Greenpeace, Earth First, mais aussi des organisations plus locales, comme par exemple les communautés autochtones du pays. Pourquoi est-ce que les gens prennent part à de tels mouvements? Premièrement, pour lutter directement contre une décision ou un comportement qu'ils jugent inapproprié, pour attirer l'attention médiatique sur un enjeu, mais aussi pour stimuler le sentiment d'urgence et de solidarité des participants ou du public de façon générale. La désobéissance civile environnementale est très impopulaire auprès des forces de l'ordre. Donc, au Canada, la GRC considère que c'est une menace à la sécurité intérieure. Impopulaire aussi auprès des législatures. Donc, en Alberta, le Education Act considère qu'on ne doit pas, ou interdit plutôt la promotion de changements sociaux par l'entremise de la désobéissance civile. Et comme on va le voir dans cette partie, donc l'encadrement par les tribunaux, c'est assez aussi impopulaire auprès des juges. Donc, quelles sont les infractions les plus communes? Attroupement illégal, voie de fait, entrave à un agent de la paix, troubler la paix, intimidation. Mais les plus communes, c'est définitivement les 4 dernières. Donc, méfaits, c'est souvent le cas quand il y a des occupations illégales de terrains privés ou gouvernementaux. Les infractions routières aussi, quand il y a des barrages routiers. Infractions municipales, quand il est question de manifestations de toutes sortes. Et finalement, outrage au tribunal, quand une injonction a été accordée au préalable et qu'elle est violée. Un mot peut-être sur les injonctions. Donc, les injonctions, comme je disais, outrage au tribunal, c'est probablement l'infraction la plus commune, qu'elle soit civile ou criminelle. Elle est très commune, surtout depuis que la Colombie-Britannique a adopté une politique en la matière. Donc, les autorités policières, les forces de l'ordre ne vont pas intervenir dans des conflits privés entre une entreprise ou un acteur privé et des activistes. Donc, dans des cas de désobéissance civile notamment, ils vont attendre qu'une injonction soit accordée. Et le but de cette politique-là, comme ça a été expliqué à plusieurs reprises par des experts devant les tribunaux, c'est de permettre de dépolitiser, si on veut, le processus des forces de l'ordre, de lui donner une certaine forme d'apparence, d'impartialité aussi. C'est une politique qui a été décrite à de nombreuses reprises par les tribunaux qui critique le fait finalement qu'au final, ce débat-là politique est transféré simplement des forces policières pour se dérouler devant les tribunaux. Donc, ça délégitimise les décisions ou les processus judiciaires, à leur avis. Les injonctions, lorsqu'elles sont demandées dans des contextes de désobéissance civile, elles sont très généralement accordées, et ça, même les injonctions Kuyatimet. Donc, le test des injonctions, vous le connaissez probablement, l'existence d'une question sérieuse à juger, la possibilité d'un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients. Or, dans un contexte de désobéissance civile, et ça depuis 2003, donc une décision qui s'appelle Hamilton de la Cour supérieure de l'Ontario, c'est seulement le premier critère qui s'applique, soit l'existence d'une question sérieuse à juger à partir du moment où on est dans un contexte de désobéissance civile, puisque la possibilité d'un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients est, si on veut, présumée. Donc, ce qui facilite encore plus, évidemment, l'octroi des injonctions. Un mot aussi sur les Autochtones. Donc, les Autochtones bénéficient d'une application nuancée de la primauté du droit en matière d'injonction. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on n'accordera pas d'injonction lorsque des Autochtones militent ou protestent en faisant appel à la désobéissance civile, lorsqu'il n'y a pas eu de consultation ou de négociation de ces peuples-là.
ces communautés-là. Par contre, le corollaire de ça, c'est qu'il doit y avoir une revendication devant les tribunaux, une revendication donc parallèle d'un droit qui est garanti par l'article 35. Donc, s'il n'y a pas de contestation, par exemple, d'un titre aborigène sur un territoire sur lequel on construit un oléoduc, les Autochtones ne pourront pas faire valoir donc ce droit de consultation et de négociation. Un coup d'œil maintenant ou un tour d'horizon par rapport aux différentes défenses qui sont invoquées par les activistes et leurs chances de succès. Donc, la première défense la plus utilisée, en tout cas, c'est la défense de nécessité. Elle est appliquée restrictivement, ce qui peut poser un problème dans des contextes de désobéissance civile. Les 3 conditions, donc, éviter un péril direct et imminent. Le problème avec ça, c'est que les tribunaux se refusent à voir les changements climatiques comme un danger imminent, considérant que ça fait plusieurs années, plusieurs décennies même qu'on est au courant du problème. La deuxième condition, c'est qu'il ne doit pas y avoir d'autres alternatives légales. Le problème, encore une fois, c'est que souvent, il y a d'autres alternatives légales, mais qui sont jugées inefficaces par les activistes. Donc, on peut penser, souvent, en fait, les tribunaux vont dire, vous auriez pu, plutôt que de manifester illégalement contre un oléoduc, vous auriez pu soit contester la décision qui a mené à la construction de cet oléoduc, donc la permission octroyée par le gouvernement devant les tribunaux, vous auriez pu aller en appel de cette décision-là, ou vous auriez pu envoyer des lettres à vos députés pour vous plaindre, ou alors vous auriez pu tout simplement ne rien faire. Et finalement, le dernier critère, c'est la proportionnalité, donc un critère qui est très subjectif, et étant donné que les juges se montrent très protecteurs de la primauté du droit, c'est un critère qui n'est souvent pas rencontré. En plus, les juges ont décidé qu'on ne peut pas empêcher l'exercice d'activités licites en invoquant la défense de nécessité. Une autre défense qui est parfois invoquée, c'est la liberté d'expression. Le problème, c'est qu'elle ne s'applique pas sur une propriété privée, considérant que c'est la Charte canadienne. Elle ne s'applique pas sur une propriété du gouvernement lorsque celle-ci n'est pas accessible au public. Un peu comme pour la défense de nécessité, la liberté d'expression ne peut pas empêcher l'exercice plutôt d'activités qui sont autrement licites. Et même lorsqu'il y a une violation de la liberté d'expression, elle peut être justifiée en vertu de l'article 1, ce qui est souvent le cas parce que les objectifs qui ont été considérés valides sous l'article 1 sont très larges, notamment la régulation de la circulation sur les routes, la jouissance pour tous des routes, parcs et places publiques, la préservation de l'aspect esthétique des rues et la fourniture des services publics. Ça a été, souvent les violations sont jugées aussi proportionnelles parce qu'il y avait par exemple d'autres lieux disponibles pour aller manifester, d'autres lieux légaux. Il y avait d'autres moyens de communiquer son désaccord ou alors il y avait d'autres moments pour protester que, par exemple, quand le parc ou la place publique était fermée pour la nuit. Une autre défense qui a été parfois invoquée, mais jamais avec succès, c'est la vie, la liberté et la sécurité, donc l'article 7 de la Charte. Le problème avec cet article, c'est qu'il a été interprété comme ne pouvant pas imposer d'obligation positive d'agir pour le gouvernement. Et aussi, les juges se montrent très réticents à intervenir dans le champ politique, donc à invalider une décision qui a été prise par le gouvernement parce qu'ils vont juger qu'ils n'ont pas l'expertise requise ou alors la légitimité démocratique pour ce faire. Maintenant, l'encadrement des tribunaux, les peines qui sont imposées aux activistes. Donc, il y a plusieurs facteurs, plusieurs principes de pénologie traditionnelle qui, lorsqu'appliqués à la désobéissance civile, mènent à des peines qui sont plus importantes. Donc, par exemple, le fait que les activistes n'ont souvent pas de remords ou au contraire ont souvent même un désir de recommencer parce qu'ils considèrent qu'ils ont fait quelque chose qui était bénéfique. L'action, la désobéissance civile est souvent faite de manière publique puisqu'après tout, l'objectif, c'est d'attirer l'attention médiatique sur une cause. Et ça encourage souvent d'autres personnes à désobéir aussi. Par la suite, les activistes sont aussi souvent des récidivistes parce que c'est des gens qui considèrent que c'est un devoir civique qu'ils ont de s'opposer à des décisions gouvernementales qui
sont nocifs pour l'environnement. Donc, j'ai l'exemple de Mme Kravitz, qui est une décision qui a eu une peine de 10 mois de prison. Mme Kravitz était âgée de 78 ans au moment où elle a commis l'infraction. C'est la peine la plus importante, la plus longue que j'ai vue en matière, dans des cas similaires là, de désobéissance civile environnementale. Mme Kravitz, elle en était à sa 4e infraction. Aussi, les juges ne montrent pas de clémence donc pour une première infraction, considérant qu'ils vont dire c'est de la désobéissance civile, c'est une action qui était concertée, qui était planifiée, les gens savent dans quoi ils s'embarquent et donc ils ne peuvent pas bénéficier de la tolérance qu'on démontre généralement à l'endroit des gens dont c'est la première infraction. Même chose pour les jeunes aussi, considérant que c'est des actions concertées, c'est souvent même, ça fait partie de gens qui font partie du groupe. Ils ne peuvent pas bénéficier donc de cette clémence. C'est aussi des gens qui participent souvent à un mouvement, donc la désobéissance civile est souvent commise en groupe. Et dans ce contexte-là, on veut dissuader d'autres personnes qui feraient partie de ce mouvement-là de s'adonner éventuellement à des actes de désobéissance civile. C'est la même chose pour les membres d'un groupe. Mais en plus, dans le cas des membres d'un groupe, donc par exemple Extinction Rebellion ou Greenpeace, on va dire que ces groupes-là vont payer l'amende. Et donc, considérant les objectifs de dissuasion individuelle ou personnelle, donc s'assurer que les gens sont punis pour leurs actions personnelles et qu'ils en payent le prix, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt les condamner à la prison. Et finalement, les leaders d'un groupe ou d'un mouvement, il y a souvent un leader là, dans des actions de désobéissance civile, donc qui ont au final un objectif aussi politique. Donc, dans le cas, par exemple, ici, c'est Mme Elizabeth May, qui était la chef du Parti vert du Canada. Elle a eu une amende de 1 500 $, alors que les autres activistes avaient eu 500 $ pour s'être opposés de manière illégale à la construction d'un oléoduc. Et on lui a imposé une peine plus importante à cause de sa position d'autorité et de son influence. Donc, quelles sont les conclusions de cette analyse de l'encadrement par les tribunaux de la désobéissance civile? D'abord, elle reçoit une réponse très froide des tribunaux. La définition de la désobéissance civile est étroite. Les injonctions sont aussi facilement accordées et les défenses soulevées mènent rarement à un acquittement. En plus de ça, lorsque les accusés sont trouvés coupables, les principes traditionnels de pénologie mènent à des peines qui sont beaucoup plus importantes que si la même infraction avait été commise, mais sans objectif politique, ou la même infraction finalement, mais qui n'est pas commise dans un contexte de désobéissance civile. Ce qui nous mène à nous poser la question, mais est-ce qu'on devrait envisager donc un nouvel encadrement ou une réponse différente aux actes de désobéissance civile? Alors, premièrement, on est au courant qu'il y a une urgence climatique, donc la théorie selon laquelle la Terre se réchauffe à cause de l'activité humaine est partagée par 97% des scientifiques. 350 000 personnes meurent chaque année des conséquences des changements climatiques dans le monde et on se doute bien que ça va continuer en s'accroissant. L'urgence climatique est aussi reconnue par la Cour suprême du Canada. Donc, d'un côté, il y a la réponse des juges qui consiste à dire qu'il faut absolument protéger la primauté du droit, qu'après tout le système de justice repose sur le fait que les gens respectent les règles de droit et ne commettent pas d'infractions criminelles, que c'est ça qui permet à la société d'éviter de plonger dans l'anarchie et aussi que la primauté du droit permet de représenter des choix qui, au final, ont été faits de manière démocratique. Le problème, c'est que, certaines choses à dire par rapport au niveau de la primauté du droit et de l'environnement d'un point de vue démocratique. Déjà, il y a une sous-représentation des plus vulnérables. Donc, les gens qui sont le plus affectés ou qui vont être le plus affectés par les changements climatiques sont les jeunes qui n'ont pas le droit de vote, donc des mineurs, par exemple, ou des gens qui ne sont pas encore nés. Un autre problème, c'est le court mandat des gouvernements. Donc, on parle de 5 ans. Donc, il y a beaucoup d'incitatifs à mettre en place des programmes, par exemple, économiques à court terme, alors que les efforts
en matière d'environnement et de lutte au changement climatique doivent être soutenus et à long terme. Donc, les accords de Paris, par exemple, les objectifs sont fixés pour la fin du siècle. Il y a aussi des questions qui se posent par rapport aux Autochtones. Donc, les Autochtones dépendent d'un environnement sain pour assurer leur subsistance, notamment. Et des questions se posent quant à eux, quant à la légitimité du système juridique canadien, notamment en matière criminelle. C'est quelque chose qui est souvent évoqué par les Autochtones qui sont arrêtés pour avoir commis de l'activisme, des actes d'activisme environnementaux. Et aussi, dans leur cas, c'est sûr que la désobéissance civile est très efficace. Elle permet d'attirer l'attention médiatique et de la couverture médiatique, alors que c'est des communautés des fois plus recluses qui peinent à trouver l'attention des médias. Et de toute façon, après tout, on a démontré plutôt dans cette présentation que les Autochtones bénéficient déjà d'un traitement différencié en matière d'injonction, donc pourquoi pas de façon plus générale quant à des infractions criminelles. Les solutions qui sont envisageables, évidemment, c'est non exhaustif, mais une application plus souple des critères de la défense de nécessité. Donc, la défense de nécessité, après tout, qui a été jugée valide et qui a permis à des activistes d'obtenir un acquittement, et ça à plusieurs reprises dans les 2 dernières décennies au Royaume-Uni, mais aussi en 2018 pour la première fois aux États-Unis. Donc, alors qu'au Canada, ça n'a jamais été trouvé, ça n'a jamais permis de mener à un acquittement en matière d'activisme environnemental. Une autre solution envisageable, c'est une reconnaissance par les tribunaux d'appel d'un droit distinct à la liberté de conscience, qui est présentement interprété comme un dérivé de la liberté de religion, et aussi une interprétation de la réunion pacifique qui n'est pas simplement un dérivé de la liberté d'expression. Donc, ça permettrait de reconnaître un champ légal d'action plus important pour les activistes. Et finalement, une reconnaissance des caractéristiques propres aux minorités les plus affectées par la crise environnementale, notamment les Autochtones. Donc, j'espère que vous avez aimé la présentation, j'espère que vous avez appris et que ça vous a mené à vous poser des questions. Et si jamais vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avoir écouté.